Tu peux l'aimer et avoir peur de lui. Tu peux vouloir partir et pourtant rester. Tu peux même le quitter et continuer à l'attendre sans comprendre pourquoi. Personne ne t'a prévenu que le plus dur ne serait pas les cris ni les mensonges. Le plus dur, c'est après, quand il n'est plus là. Et que malgré tout, il vit encore dans ta tête. Tu revis chaque mot. Tu réentends chaque silence. Tu doutes de toi. Tu doutes de tout. Et tu te demandes, est-ce moi le problème? Pourquoi j'ai si mal alors que j'ai fui ce qui me détruisait? La vérité, c'est qu'un manipulateur narcissique ne te blesse pas seulement pendant la relation. Il te laisse avec des cicatrices invisibles, des réflexes émotionnels ancrés et une version de toi que tu ne reconnais plus. Mais il existe une sortie, une reconstruction, une renaissance. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir ici. Si tu es, ou as été, dans cette situation, laisse un like. Tu peux aussi partager ton expérience ou simplement écrire dans les commentaires un simple merci. Ça suffit parfois pour commencer à guérir. Carl Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Et quand il s'agit de quitter un manipulateur narcissique, cette obscurité est partout. Ce n'est pas juste une rupture, c'est une désintégration de la perception. Freud, lui, parlait de « répétition de la compulsion », cette étrange tendance à retourner vers ce qui nous fait souffrir. Et aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que ces penseurs savaient déjà sans IRM. Quand on est sous l'influence d'un manipulateur, le cerveau libère des doses irrégulières de dopamine, comme dans une addiction. Selon une étude de l'université de Stanford, ce type de relation perturbe les circuits de récompense de la même façon que la cocaïne. Si vous êtes en train d'écouter ceci, c'est probablement parce que vous êtes passé par là. Vous avez essayé de partir, peut-être même plusieurs fois, et chaque fois, une force vous ramenait. Vous vous êtes senti faible, perdu, incapable d'expliquer pourquoi, alors que tout en vous criait « sauve-toi ». Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un piège neurologique. L'amour avec un narcissique active ce qu'on appelle l'attachement traumatique. Il vous blesse, puis vous réconforte, et votre cerveau associe cette douleur suivie d'un soulagement à une forme d'amour. C'est une boucle, un cercle, une drogue. La psychologue Judith Herman, référence mondiale sur le trauma, parle d'une capture émotionnelle. Vous ne restez pas parce que vous aimez, vous restez parce que votre système nerveux est déréglé. Il ne distingue plus le danger du confort. Des scanners cérébraux réalisés sur des victimes de relations toxiques montrent une hyperactivation de l'amygdale, la zone de la peur, et une sous-activation du cortex préfrontal, celle de la logique. Autrement dit, vous ressentez tout, mais vous n'arrivez plus à penser clairement. Vous êtes dans le brouillard, et ce brouillard, ce n'est pas une métaphore, c'est une réaction biologique. En 2018, l'Université du Michigan a mené une étude sur les effets à long terme des relations narcissiques. Les résultats étaient glaçants. Plus de 72% des sujets montraient des signes de stress post-traumatique complexe, insomnie, troubles digestifs, perte d'estime de soi, troubles de concentration, comme si le cerveau avait été reprogrammé. Et c'est exactement ce qui se passe. Le manipulateur ne vous aime pas, il vous façonne, il vous isole, puis vous reconstruit à son image, avec ses règles, ses silences, ses explosions imprévisibles. Il devient le seul point fixe de votre univers. C'est pourquoi le quitter, ce n'est pas juste rompre une relation, c'est réapprendre à vivre sans lui comme centre de gravité. Un thérapeute renommé, Ross Rosenberg, appelle cela le Self-Love Deficit Disorder, un déficit d'amour de soi qui fait de nous des proies idéales. Non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on cherche des liens, de l'harmonie, du sens. Et les narcissiques savent exactement comment jouer ce besoin. Ils vous observent, vous testent, s'adaptent. Ils vous donnent au début ce que vous avez toujours rêvé d'avoir, l'attention, l'intensité, la passion. Puis un jour, tout bascule. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Vous êtes investi émotionnellement, mentalement, parfois financièrement. Votre entourage ne comprend pas. Vous non plus. Le plus dur, ce n'est pas la violence, c'est l'ambiguïté. Ce n'est pas la douleur, c'est le doute. Vous vous demandez, est-ce moi le problème? Est-ce que j'exagère?
Est-ce que je mérite ça? Ces questions ne viennent pas de vous. Elles ont été implantées, lentement, subtilement, par des critiques déguisées en conseils, par des silences qui punissent, par des « je t'aime » livrés avec des conditions. Le manipulateur narcissique ne vous détruit pas frontalement. Il vous fait douter de votre propre réalité. Et ce doute, c'est ce qui vous empêche de partir. Car comment fuir un danger qu'on n'arrive même plus à nommer? Les stoïciens avaient un mot pour ça, apatheia. Non pas l'indifférence, mais la clarté intérieure, la capacité à voir sans être emporté. Et cette clarté, quand on est sous l'influence d'un narcissique, est justement ce qu'on a perdu. On ne sait plus ce qu'on ressent, ni ce qu'on veut, ni qui on est. Et c'est là que la douleur devient transformationnelle. Parce que si vous êtes ici, en train d'écouter tout cela, c'est que quelque part, une partie de vous sait que cette relation vous vide, sait que vous méritez plus, sait qu'il ne s'agit pas seulement de partir, mais de comprendre pourquoi c'est si difficile. Comprendre, c'est reprendre le pouvoir. Chaque fait scientifique, chaque témoignage, chaque mot que vous entendez en ce moment reconnecte votre réalité à vous, pas à lui, pas à ce qu'il vous a fait croire, mais à ce que vous savez, au fond. Et cette connaissance, ce n'est pas juste de l'information, c'est un antidote. Un antidote à la confusion, à l'addiction, à la dépendance affective. Quitter un manipulateur narcissique, c'est faire un sevrage. Et comme tout sevrage, il y aura des symptômes. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Vous savez que ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'amour. C'est un phénomène documenté, étudié, compris. Ce qui vous retient, ce n'est pas votre cœur, c'est votre cerveau qui commence à guérir. Avant de passer à la suite, prends un instant important pour écrire en commentaire « Je commence à guérir ». C'est important pour que ancrer le changement dans ta conscience. Tu peux aussi laisser un like et t'abonner. Maintenant, on continue. On croit souvent que le plus difficile, c'est de rester. Mais non, le plus dévastateur, c'est le moment où on part et qu'on s'effondre quand même. Là où on pensait retrouver l'air, on suffoque. Là où on imaginait la liberté, on s'effondre dans l'angoisse. Ce paradoxe a un nom. Le syndrome de sevrage narcissique. Ce n'est pas qu'une image. C'est une réaction chimique, émotionnelle, existentielle. La psychiatre américaine Christine Courtois explique que les victimes de relations narcissiques subissent, après la rupture, un effondrement similaire à celui des anciens soldats de guerre. Même environnement sans danger, mais le système nerveux reste en alerte et ça explose à l'intérieur. L'hormone du stress, le cortisol, grimpe en flèche. L'ocytocine, hormone du lien, s'effondre. Le corps se met en état d'urgence, alors qu'il n'y a plus de combat. Mais ce n'est pas tout. Ce qui vous frappe après la rupture, ce n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est l'absence de repères. Pendant des semaines, des mois, voire des années, vous avez organisé votre monde autour de cette personne. Ses humeurs réglaient vos journées, ses critiques formaient votre dialogue intérieur, ses absences nourrissaient de votre attente. Et soudain, plus rien. Un vide, un silence assourdissant. Et dans ce silence, une terreur. Qui suis-je sans lui? Ce que peu de gens savent, c'est que ce moment post-rupture est une phase de désintoxication émotionnelle. Vous ne pleurez pas juste une personne. Vous êtes en train de faire le deuil d'une version de vous-même, celle que vous étiez avec lui, celle que vous croyiez être. Et quand cette version meurt, il ne reste plus rien. Du moins, c'est ce que vous croyez. Le psychologue canadien Gabor Maté affirme que le trauma n'est pas ce qui nous est arrivé, mais ce qui s'est figé en nous comme réponse. Ce que vous vivez n'est donc pas une faiblesse. C'est une mémoire qui se relâche, un nœud qui se défait. Et ça fait mal. Parce qu'un lien narcissique, c'est un lien de survie. Et tout en vous se met à paniquer. Pas parce que vous aimez encore, mais parce que votre cerveau pense qu'il va mourir sans ce lien. C'est exactement ce qu'a vécu Lara, 34 ans, que l'on a suivi dans une étude sur les relations toxiques menée à l'Université de Toronto. Elle raconte qu'après avoir quitté son compagnon, elle n'a pas ressenti du soulagement. Elle a ressenti un vide noir. Elle doutait de tout.
même de sa capacité à faire les courses, même de son droit à exister. Elle disait « Je savais que c'était la bonne décision, mais j'avais l'impression de m'être amputée. » Et ce mot est fort, mais juste, car ce choc, c'est une amputation symbolique. On vous a volé votre confiance, votre intuition, vos repères. Et maintenant qu'il n'y a plus personne pour contrôler vos pas, vous ne savez plus marcher. C'est brutal, déroutant. Et c'est pourquoi tant de personnes reviennent en arrière. Pas par amour, par panique. Mais si vous êtes encore là, en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous ne voulez pas reculer. Vous voulez comprendre, sentir, traverser. Et vous avez raison. Parce que ce choc, ce chaos intérieur, ce n'est pas un échec. C'est un passage, un effondrement contrôlé. Une désintégration nécessaire pour que quelque chose de vrai apparaisse. Les stoïciens disaient que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'il s'en fait. Ce que vous vivez n'est pas la fin. C'est l'idée que vous avez perdu quelque chose d'essentiel, alors qu'en vérité, vous êtes en train de retrouver ce qui vous avait été pris, votre centre, votre paix, votre liberté. Dans les premières semaines qui suivent une rupture narcissique, le corps peut présenter des symptômes physiques violents, tremblements, migraines, vomissements, crises d'angoisse nocturne. Le cerveau tente de réorganiser des circuits qui ont été malmenés. Et il faut savoir ça. Il faut le comprendre pour ne pas céder à l'idée que vous êtes cassé. Non, vous êtes en train de guérir. Et parfois, la guérison ressemble d'abord à une explosion. Ce que vous traversez n'est pas unique. Des milliers de personnes le vivent. Des célébrités, des thérapeutes, des patients, des anonymes. L'actrice Evan Rachel Wood a raconté comment elle a mis des années à se reconstruire après avoir fui une relation toxique. Elle a décrit cette période comme une noyade constante dans un verre d'eau. Et vous savez quoi? Elle en est sortie, comme vous en sortirez. Ce basculement, ce moment où tout craque, c'est le seuil. Le seuil entre ce que vous avez subi et ce que vous allez choisir. Et même si vous ne le sentez pas encore, la bascule a déjà commencé. Il y a une chose qu'on ne vous dit presque jamais. Quitter un manipulateur narcissique ne suffit pas à s'en libérer. Car c'est souvent après la rupture que la vraie guerre commence. Une guerre invisible, psychologique, stratégique. Une guerre où il vous teste, vous observe, vous provoque. Et parfois, vous ignore. Mais ne vous y trompez pas. Même dans son silence, il agit. Le silence radio est l'une des armes les plus puissantes du narcissique. Et ce silence n'a rien de neutre. Il est calculé, froid, chirurgical. Ce n'est pas un silence de rupture, c'est un silence de domination. Le manipulateur veut que vous doutiez, que vous pensiez avoir fait une erreur, que vous vous demandiez s'il souffre ou s'il vous a déjà oublié. Il utilise votre besoin de cohérence contre vous, car votre cerveau qui cherche à comprendre va créer lui-même le poison, la peur d'avoir perdu quelqu'un de spécial. La psychologue américaine Ramani Durvasula explique que le silence radio chez les narcissiques est souvent suivi d'un hoovering, un terme emprunté à l'aspirateur Hoover. Car une fois que vous avez commencé à reprendre votre souffle, il revient, par un message banal, un emoji, une question apparemment innocente. Il veut voir si vous êtes encore accessible, s'il a toujours le contrôle. Et là, c'est vous qui hésitez. Vous vous dites, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a compris. Mais ce que vous vivez n'est pas une deuxième chance, c'est une boucle, une répétition. Et ce n'est jamais un hasard. Les recherches de l'université de Purdue ont montré que 83% des personnes ayant quitté un partenaire narcissique reçoivent une tentative de contact dans les 2 mois. Pourquoi? Parce que le narcissique ne perd jamais ses proies. Il les archive. Le retour se fait parfois en douceur. Parfois, c'est l'inverse. Il entre en mode contre-attaque. Il critique. Il vous ridiculise. Il vous fait passer pour le bourreau. Et ça aussi, c'est une technique. Le renversement de culpabilité. Dans la psychologie clinique, on parle de projection inversée. Il projette sur vous ses propres comportements et il raconte l'histoire, avant vous, à vos amis, parfois même à vos enfants. Il prend les devants, il crée la narration. Et pendant ce temps,
Vous êtes trop occupé à survivre à votre chaos intérieur pour répondre. C'est précisément ce que décrit Suzanne, 41 ans, dans une interview pour Le Guardian. Après avoir quitté son ex, celui-ci a immédiatement publié des stories victimaires, se plaignant de son instabilité, parlant même de harcèlement de sa part, alors qu'il avait passé des années à la contrôler. Il a raconté sa version de l'histoire avant que j'ai eu le temps de comprendre la mienne, dit-elle. Et c'est exactement ce que cherchent les narcissiques, vous désorienter encore après la séparation, vous faire douter de ce que vous vivez, car le silence, le retour, les attaques, les fausses excuses, tout cela ne sont que des variations d'un même jeu. Gardez le contrôle de votre esprit, et plus vous réagissez, même en colère, même en blocage, plus ils savent qu'ils vous tiennent encore. L'obsession est leur carburant. C'est pourquoi la seule vraie rupture, ce n'est pas physique, c'est interne. Elle commence le jour où vous cessez de vouloir qu'ils comprennent, qu'ils regrettent, qu'ils reconnaissent. Les stoïciens disaient « Tu ne contrôles pas ce que l'autre fait, tu ne contrôles que la place que tu lui donnes dans ton esprit. » Et c'est là que commence la libération, non pas quand il arrête, mais quand vous arrêtez de l'attendre. Les neurosciences montrent que chaque interaction émotionnelle, même négative, ravive les circuits d'attachement. C'est pourquoi il faut comprendre, répondre, même pour se défendre. C'est souvent rouvrir la brèche. Le manipulateur le sait, et il va alterner silences brutaux, relances subtiles, provocations voilées. Il testera vos limites. Et si vous cédez, il reviendra. Pas pour réparer, mais pour reprendre. Mais vous n'êtes plus la même personne. Ce que vous traversez maintenant, c'est une reconquête intérieure. Et si vous tenez, si vous ne répondez pas à l'aspiration du hoovering, si vous acceptez le vide au lieu de vouloir à tout prix qu'il soit comblé, alors vous brisez la boucle. Et cette fois, vraiment, vous partez. Prends un nouvel instant, si ce n'est pas encore faire, pour écrire un message, même un simple merci, et à t'abonner. Le docteur Bessel van der Kolk, sommité mondiale dans l'étude du traumatisme, affirme dans son ouvrage « Le corps n'oublie rien que les traumatismes émotionnels non résolus s'impriment dans le système nerveux comme une forme de mémoire figée. Pas une idée, une sensation, une alerte permanente, même quand le danger a disparu. Et c'est exactement ce que laisse un manipulateur narcissique derrière lui. Une blessure que vous ne voyez pas, mais qui dicte vos pensées, vos relations, vos réactions. Chaque mot, chaque silence, chaque battement de cœur. Selon une vaste étude de l'Université de Boston menée sur 1300 femmes ayant quitté une relation toxique, plus de 68% présentaient des symptômes de stress post-traumatique complexe, même un an après la rupture. Et ce n'est pas un hasard. Le narcissique ne se contente pas de jouer avec votre cœur. Il reprogramme vos connexions émotionnelles. Il crée en vous une version altérée de la réalité. Et une fois qu'il disparaît, ce n'est pas le soulagement qui vient, c'est l'écho, le vide. Et ce vide est chargé de conditionnements invisibles. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous réagissez trop fort à certains mots, pourquoi une critique vous paralyse, pourquoi l'indifférence d'un collègue vous bouleverse plus qu'elle ne le devrait. Ce sont des séquelles, et ces séquelles ont un nom, mémoire traumatique émotionnelle. C'est le cerveau limbique qui prend le contrôle. L'amygdale, déjà évoquée, continue de scanner chaque situation comme si vous étiez encore en danger. Ce n'est pas vous qui êtes hypersensible, c'est votre système nerveux qui ne sait plus redescendre. Carl Jung l'avait perçu bien avant la science moderne. Ce que l'on ne veut pas voir à l'intérieur de soi, on le rencontre à l'extérieur sous forme de destin. Et si vous avez l'impression de revivre les mêmes schémas, d'attirer les mêmes types de personnes, ce n'est pas une fatalité. C'est un programme intérieur non résolu. Le manipulateur narcissique laisse derrière lui une empreinte. Un filtre déformant qui vous pousse à douter de votre intuition, à chercher la validation dans les regards des autres, à marcher sur des œufs, même dans des lieux sûrs. Prenons le cas de Claire, 29 ans, suivie en thérapie après 5 ans de relation avec un partenaire narcissique. Elle avait quitté cet homme depuis 2 ans. Elle vivait seule, autonome, forte. Mais chaque fois qu'elle recevait un message sans emoji, elle paniquait. Chaque fois qu'un ami était distant, elle se disait
j'ai encore fait quelque chose de mal. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une trace, un conditionnement. Et tant que ce conditionnement n'est pas rendu conscient, il dirige. La blessure la plus profonde n'est pas d'avoir été manipulé, c'est de ne plus savoir ce qu'on vaut, ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Et ce brouillage identitaire est l'arme la plus redoutable du manipulateur. Il ne vous frappe pas de l'extérieur, il vous retourne contre vous. Il vous fait croire que votre réaction est le problème, que votre douleur est exagérée, que votre mémoire est floue. Et à force, vous commencez à douter de vous-même plus que de lui. Et ce doute, s'il n'est pas déconstruit, devient une sorte de poison chronique. Les neurosciences sociales expliquent que lorsqu'un individu est constamment invalidé, son cerveau produit moins de sérotonine, l'hormone de la stabilité émotionnelle. Moins vous êtes entendu, plus vous devenez instable. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réponse biologique. Et c'est pourquoi, même après la rupture, tant de personnes restent piégées dans l'hypervigilance, dans la peur de mal faire, dans l'obsession de tout contrôler. Les stoïciens, eux, parlaient d'un autre poison, l'opinion intérieure. Ce que vous pensez de vous-même détermine ce que vous autorisez chez les autres. Et si vous avez vécu sous le règne d'un manipulateur, il est probable que votre opinion intérieure ait été façonnée par lui. Son regard est devenu votre juge. Sa voix intérieure a pris la place de la vôtre. Et ce qu'il faut reconstruire, ce n'est pas seulement votre quotidien, c'est votre dialogue intérieur. Mais voici la vérité la plus puissante. Tout ce qui a été appris peut être désappris. Chaque programme, chaque peur, chaque réflexe émotionnel peut être reconfiguré. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Et ça commence par reconnaître que vous n'êtes pas faible d'avoir été blessé. Vous êtes fort d'avoir survécu. Et maintenant, vous êtes libre de transformer cette blessure en savoir, en force, en clarté. Ce que vous ne voyez pas commence maintenant à apparaître. Et cette lucidité, aussi douloureuse soit-elle au départ, est la première lumière réelle depuis longtemps. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ta estimation d'elle, et tu as le pouvoir de la changer. » Cette phrase, à elle seule, pourrait transformer une vie, et surtout une reconstruction. Car après une relation avec un manipulateur narcissique, le vrai combat ne se joue plus dehors. Il se joue dedans, dans l'effondrement silencieux de votre esprit, dans la peur, dans le vide, dans cette sensation que vous allez perdre pied. Et c'est là que le stoïcisme entre comme une planche de salut. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette philosophie comme quelque chose de froid, distant, rigide. Mais c'est faux. Le stoïcisme n'est pas une fuite des émotions. C'est une reconquête. C'est un art de se tenir droit au milieu du chaos. Et quand on sort d'une relation où tout a été instable, flou, mensonger, ce que l'on cherche, c'est un sol ferme, une boussole, une fondation. Le stoïcisme vous offre tout cela, non pas comme des réponses toutes faites, mais comme une transformation lente, puissante, indestructible. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et créateur de la logothérapie, disait que tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. Cette liberté, on ne vous l'a pas seulement volée, on vous a fait croire qu'elle n'existait plus. Le manipulateur narcissique vous a enfermé dans ses règles, mais le stoïcisme vous apprend à réécrire les vôtres, à décider ce que vous laissez entrer dans votre monde intérieur. Ce n'est pas théorique, c'est concret. Des études récentes en psychologie cognitive ont montré que les pratiques stoïciennes, telles que l'auto-observation, la dissociation émotionnelle et la contemplation des pires scénarios, réduisent significativement les niveaux de stress chronique, d'anxiété et de dépendance affective. On parle de moins 32% en moyenne sur des échelles d'évaluation clinique après 6 semaines d'intégration des principes stoïciens. Ce n'est pas une philosophie pour les livres, c'est une pratique de survie. Prenez l'exemple de Léa, 37 ans, qui après avoir vécu 5 ans avec un partenaire manipulateur, a passé 2 ans à s'effondrer. Un jour, elle découvre un extrait d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les événements. Elle note cette phrase, elle la répète, elle l'applique.
Chaque fois qu'une pensée noire surgit, il m'a volé mes années, je ne retrouverai jamais confiance, elle reformule. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que je me dis à ce sujet. Peu à peu, elle reprend le contrôle, pas sur le passé, mais sur la signification du passé. Et c'est là que tout bascule, car le stoïcisme ne nie pas la souffrance, il l'honore. Mais il vous dit, cette souffrance n'est pas une fatalité, c'est une matière, une forge, un levier, et plus encore, un miroir. Ce que vous ressentez aujourd'hui est la preuve que vous avez été vivant dans un monde qui vous voulait éteint. Et ce feu intérieur, vous pouvez l'orienter. On croit souvent que la guérison, c'est un retour à ce qu'on était avant. Le stoïcisme vous dit non. Vous ne serez plus jamais la personne d'avant. Vous serez plus calme, plus clair, plus solide. Parce que vous aurez traversé la tempête, non pas en vous débattant, mais en apprenant à naviguer autrement. Et dans cette philosophie, il y a une vérité tranchante, mais libératrice. Vous ne contrôlez presque rien, pas les gens, pas leurs choix, pas les injustices, mais vous contrôlez votre regard, votre posture, vos mots, et surtout, la place que vous donnez à chaque pensée dans votre esprit. C'est là que se joue la liberté. Ce n'est pas un soulèvement spectaculaire, c'est un redressement silencieux. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le stoïcisme pour en ressentir les bienfaits. Un seul principe appliqué avec rigueur peut changer une journée entière. Un seul changement de perception peut désactiver une spirale mentale. Et un seul acte de maîtrise, comme ne pas répondre à un message qui vous provoque, peut devenir un pilier de votre reconstruction. Ce basculement intérieur ne sera pas toujours visible. Il ne sera pas applaudi. Mais vous saurez. Vous saurez que vous êtes en train de renaître. Non pas en vous accrochant au monde extérieur, mais en reprenant possession de ce qui ne vous a jamais vraiment été retiré, votre esprit. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais il oubliait une nuance essentielle. Ce qui ne vous tue pas peut d'abord vous briser, vous écraser, vous laisser sans voix. Et c'est dans ce silence, justement, que renaît quelque chose. Pas tout de suite, pas de manière éclatante, mais lentement, subtilement. Et cette renaissance ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle naît du fait que vous avez tenu, que vous n'êtes pas retourné en arrière. Ne pas revenir vers un manipulateur narcissique, c'est bien plus qu'un choix relationnel. C'est un acte radical d'affirmation de soi, une rupture intérieure avec des décennies de schémas inconscients. Et les conséquences sont réelles, mesurables, profondes. En neurosciences, on parle de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser après un traumatisme. Et ce que montrent les IRM fonctionnels, c'est que les régions liées à la régulation émotionnelle, notamment le cortex préfrontal, s'activent de plus en plus chez les personnes qui coupent tout contact et tiennent leur ligne. Le cerveau recommence à vous obéir, il se reconnecte à vos valeurs, à votre vérité. Mais il y a aussi des transformations plus invisibles. Vous commencez à mieux percevoir les autres. Vous développez ce qu'on appelle en psychologie le radar à dissonance, une sensibilité fine à ce qui ne sonne pas juste, aux promesses vides, aux gestes intéressés. Là où avant vous doutiez de vous, maintenant, c'est votre intuition qui parle, et vous l'écoutez. Plus vous tenez, plus cette voix intérieure gagne en clarté, et cette clarté devient une force. Prenez l'exemple de Thomas, 42 ans, qui avait passé 8 ans sous l'influence d'une partenaire manipulatrice. Le jour où il est parti, il pensait qu'il allait sombrer. 2 mois plus tard, il n'avait toujours pas retrouvé le sommeil. Mais 6 mois plus tard, il ne reconnaissait plus ses réflexes émotionnels. Il n'excusait plus. Il ne se justifiait plus. Il disait non sans trembler. Il racontait « Je ne suis pas redevenu comme avant. Je suis devenu quelqu'un que j'aurais aimé connaître. » Et c'est exactement ça, la renaissance. Ce n'est pas redevenir, c'est devenir. La version de vous qui n'a plus besoin d'être aimée à tout prix, qui n'accepte plus le chaos comme norme, qui ne confond plus intensité et sincérité. Ce que le manipulateur vous a pris, c'était votre axe. Ce que vous retrouvez maintenant, c'est votre centre. Les études cliniques menées par l'Université de Yale en 2021 sur les effets de la résilience post-rupture toxique montrent que ceux qui tiennent bon
et coupent tout lien finissent, dans 73% des cas, par développer un sentiment accru d'estime de soi, de confiance sociale et de stabilité affective, bien au-dessus de la moyenne générale. Comme si l'épreuve, une fois dépassée, laissait place à une capacité supérieure à choisir ce qui vous élève. Ce n'est pas une métaphore, c'est un vrai changement de structure intérieure. Le stoïcien Sénèque écrivait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Mais parfois, l'orage passe, et vous découvrez que vous avez changé, que vous n'avez plus besoin des mêmes choses, que vous ne courez plus après les mêmes regards, que vous respirez différemment, et ce que vous ressentiez comme un vide devient un espace pour vous, pour vos projets, vos limites, vos silences, vos désirs. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas cinématographique, mais c'est vrai, profond, irréversible. Et il y a un moment, imperceptible, où vous comprenez que vous n'attendez plus de messages, que vous ne rêvez plus de vengeance, que vous n'avez plus besoin qu'il regrette, parce que vous n'avez plus rien à lui prouver. Et c'est à cet instant que le pouvoir change de camp, définitivement. Votre renaissance ne sera pas validée par lui. Elle ne sera pas reconnue par ceux qui n'ont rien vu. Elle n'aura peut-être aucun témoin. Mais elle existera, dans votre calme, dans votre discernement, dans cette énergie neuve que vous ne soupçonniez plus. Et ce que vous construisez maintenant, personne ne pourra